Est-ce que vous avez déjà vu une araignée dormir? Je me permets d'en douter un peu, car moi-même, qui en élève et en observe tous les jours, eh ben c'est difficile à savoir. Notamment parce que elles n'ont pas la capacité de fermer les yeux, et que la plupart n'ont pas vraiment de position identifiable comme étant du repos ou du sommeil. Par exemple là, elle est sur ma main, étant donné que je l'ai manipulée, je me doute bien qu'elle dort pas, mais ceci dit, à part cette information, elle est peut-être en train de se taper son meilleur somme sur ma main. Qui sait? On saura très vite quand elle va sauter d'un seul coup. Je suis un dompteur, oui. Je te laisse là te remettre de tes émotions, désolé, et merci pour ta coopération. Ok. Pourtant, en 2022, Daniela Rossler et ses collègues décrivent chez une espèce d'araignée sauteuse un comportement nocturne ressemblant très fortement à du sommeil, mais ils vont plus loin que ça et vont même jusqu'à observer des signes qui laissent penser que cette araignée fait des rêves. Alors avant de vous parler d'araignée, on va parler un peu de sommeil et de rêve pour être sûr de quoi on parle de manière générale. Chez l'homme, le sommeil peut être défini comme un état physiologique périodique de l'organisme pendant lequel la vigilance est suspendue et la réactivité aux stimulations amoindrie. Voilà, je me suis pas fait chier, ça sort du Larousse. Je pense qu'on voit tous à peu près à quoi ça correspond. Par contre, ce qu'on sait peut-être moins, c'est que pendant notre sommeil, on va faire plusieurs cycles qui sont eux-mêmes composés en différentes phases. On a d'un côté le sommeil lent, caractérisé notamment par des ondes cérébrales lentes, et de l'autre le sommeil paradoxal. Alors, le sommeil lent est lui aussi composé de plusieurs stades, mais je résume au plus simple et je rentre pas trop dans les détails, parce que nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le fait d'avoir un sommeil qui est composé en deux grandes phases, donc le sommeil lent, le sommeil paradoxal, et nous c'est surtout la phase paradoxale dont on va parler. Contrairement au sommeil lent, où notre cerveau se calme, on enregistre une activité cérébrale faible, pendant le sommeil paradoxal, l'activité cérébrale augmente et va même ressembler fortement à l'activité qu'on peut avoir éveillée. Et on a remarqué que c'est pendant cette phase qu'on va rêver le plus. Ces rêves sont à ce moment-là accompagnés d'une atonie musculaire, les muscles ne bougent plus et seuls quelques petits spasmes peuvent encore avoir lieu, et on va faire des mouvements oculaires rapides, nos yeux peuvent bouger derrière nos paupières. On appelle ça des REM, et je ne parle pas du groupe de musique, mais bien des Rapid Eye Movement en anglais. Alors, on peut faire des rêves dans les autres phases de sommeil, mais les REM ont lieu uniquement pendant le sommeil paradoxal. Ce qu'on retient, c'est que quand on observe des REM, il y a de grandes chances que la personne soit en train de rêver. Cette phase de sommeil a été découverte chez l'homme dans les années 1950. Et très vite, on fait des études, pas forcément très éthiques, sur plusieurs modèles comme les souris, les rats, les singes, et on se rend compte que le sommeil paradoxal est commun à la majorité des mammifères, à l'exception des dauphins et autres cétacés qui ont développé un mode de sommeil dit uni-hémisphérique dû à leur mode de vie aquatique. En gros, il n'y a qu'une moitié de cerveau qui se repose pendant que l'autre assure les fonctions vitales comme continuer à nager ou remonter à la surface pour respirer. D'ailleurs, vous aussi, vous avez peut-être déjà observé ce phénomène chez vos animaux de compagnie. Si vous les observez pendant leur sommeil, vous pouvez voir leurs yeux trembler ou encore leurs petites patounes avoir des petits spasmes comme ça. Trop mignon. Bon. On a donc premièrement pensé que le sommeil paradoxal était apparu il y a environ 200 millions d'années en même temps que les premiers mammifères. Sauf que, un peu plus tard dans les années 60, on se rend compte que les oiseaux aussi semblent avoir un sommeil en deux phases, l'une caractérisée par des ondes cérébrales lentes et l'autre plus active avec des comportements semblables à la phase paradoxale, avec des REM ou des secousses musculaires. Et à partir de là, l'origine de ce système de sommeil en deux phases va devenir beaucoup moins claire puisqu'il devient difficile de savoir si ce mode de sommeil provient de l'ancêtre commun des oiseaux et des hommes ou si il est apparu deux fois de manière indépendante dans les deux lignées au cours du temps. Auquel cas, ce serait ce qu'on appelle une convergence évolutive. Deux caractères qui, pour répondre à la même contrainte, vont évoluer vers une forme très similaire alors qu'elles n'ont aucun lien. De ces études en découle une première théorie. Le sommeil paradoxal est apparu en même temps que l'homéothermie, la capacité d'un organisme à réguler sa température corporelle, comme nous, caractère commun aux oiseaux et aux mammifères, et condition indispensable pour pouvoir s'affranchir de son environnement, et notamment des températures. Les animaux qui ne peuvent pas réguler leur propre température, les ectothermes, ne partageraient pas ce système de sommeil en deux phases, car ils seraient trop soumis aux variations de température. En plus de ça, on observe une sorte de corrélation
entre la place de l'organisme dans la chaîne alimentaire et son temps de sommeil moyen. Plus l'organisme est un prédateur, moins il craint son environnement, plus il peut se permettre de dormir, et plus l'organisme est une proie en bas de la chaîne alimentaire, plus elle craint son environnement et moins elle peut se permettre de dormir. Ces deux théories rendent le mode de sommeil en deux phases exclusif aux gros animaux, considérés comme complexes ou bien en haut d'une chaîne. Tout ça semble plutôt bien tenir debout. Mais ce raisonnement vole en éclats en 2016, oui, assez tard, quand une étude allemande parue dans la revue Science avance des preuves de deux phases de sommeil distinctes chez le lézard à gamme barbu. Je pense que vous commencez à connaître la chanson. L'une d'entre elles est caractérisée par des ondes cérébrales lentes et l'autre partage de nombreux points communs avec notre sommeil paradoxal, à la différence que les mouvements d'yeux endormis sont plus lents que éveillés. Ce qui n'est pas le cas chez nous, mais bon, c'est vraiment un détail. À partir de ce moment-là, ça devient de plus en plus difficile de savoir si ce sommeil paradoxal, qui est retrouvé finalement chez de plus en plus d'animaux, provient d'un ancêtre commun, qui remonte donc à 300-350 millions d'années, ou si ce type de sommeil est apparu plusieurs fois, un peu comme une sorte de méta de l'évolution au niveau du sommeil. Très vite, d'autres études montrent chez d'autres lézards le même système de sommeil, mais avec des petites variations propres à l'espèce. Donc ça pose encore plus de questions quant à l'origine de ce caractère dans le règne animal. Et, spoiler alerte, aujourd'hui, la question est encore ouverte et on ne va pas y répondre aujourd'hui. Bon, vous vous en doutez, plus on avance, plus on se rend compte que des animaux insoupçonnés ont un sommeil en deux phases assez proches d'une autre. En 2019, on a une étude américaine qui montre un sommeil semblable chez le poisson zèbre. On a des études chez les céphalopodes comme les pieuvres ou encore les seiches qui vont aussi être menées pour décrire des mécanismes similaires. Ici par exemple on a une pieuvre qui change de couleur quand elle dort en faisant évidemment des mouvements oculaires. C'est vraiment trop stylé, faut vraiment pas que je m'intéresse à la biologie marine, je pense que je mets un pied dedans, je suis foutu. Enfin bref, jusqu'en 2022, en tout cas, aucun sommeil paradoxal chez les arachnides n'avait été décrit. Et vous me voyez venir, c'est là qu'intervient la chercheuse allemande Danielle Rossler dont je vous parlais en début de vidéo. En 2021, son équipe avait déjà publié un article dans lequel il décrivait un comportement nocturne peu commun chez une espèce de saltiques, les araignées sauteuses qui sont beaucoup trop mignonnes. La nuit, l'espèce Evarca arcuata se suspend à un fil et a une activité diminuée. En gros, on dirait qu'elle a tendance à dormir la tête en bas, accrochée à son fil de soutien. À ce moment-là, les auteurs avaient déjà observé des comportements stéréotypés, comme des sortes de petits spasmes au niveau des membres ou des filières de l'araignée. Voilà de quoi mettre la puce à l'oreille. En creusant un peu plus, ils se rendent compte que les jeunes individus, et ça c'est souvent le cas chez les arthropodes, ils n'ont pas toute leur pigmentation, contrairement aux adultes. Et du coup, leur exosquelette, leur cuticule, est légèrement transparente. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, même si les araignées ne peuvent pas bouger leurs yeux d'un point de vue extérieur, derrière leur rétine se trouvent des tubes rétinaux reliés au cerveau qui leur permettent d'ajuster leur vision. Coup de génie, en utilisant des caméras infrarouges pour filmer pendant la nuit, les chercheurs et chercheuses arrivent à filmer les jeunes araignées pendant leur sommeil et observer par transparence ces fameux tubes rétinaux dans le céphalothorax. Finalement, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir potentiellement observer des REM chez cette araignée. Et vous vous en doutez, voilà ce que les chercheurs ont pu filmer. Ces vidéos, elles ont été mises à disposition directement dans l'article, c'est très pratique, et elles parlent tellement d'elles-mêmes, je trouve ça génial. On voit vraiment les araignées avoir des spasmes comme plein d'autres animaux, et comme nous en fait, et on voit clairement que ces tubes rétinaux bougeaient comme si l'araignée rêvait. Alors bien évidemment, ils ont quantifié tout ça, ils ont montré que les mouvements rétiniens étaient bien corrélés avec des spasmes non coordonnés du reste du corps. Tout semble porter à croire que les araignées, à ce moment-là, sont dans un état similaire à celui dans lequel on est quand on rêve. Alors on doit quand même émettre quelques réserves quant à ces preuves. Déjà depuis tout à l'heure je vous dis que les araignées dorment la tête en bas, mais en fait on ne peut pas vraiment parler de sommeil. Dans l'étude préliminaire, où les auteurs et autrices décrivaient la position de repos de l'araignée sauteuse, ils ne parlent que de comportement de repos, justement, et non de sommeil. Pour ça, en fait, ils auraient eu besoin de faire des tests comportementaux et physiologiques, montrant que l'araignée réagit moins au stimulus pendant cette posture, que en la privant de ce comportement, sa santé se dégraderait, etc., etc.
Ces tests nécessaires pour valider le sommeil n'ont pas été faits, et quelle aubaine pour notre petite araignée sauteuse super mignonne. Donc on ne peut pas dire que l'araignée dort, mais elle semble se reposer, en gros. En plus de ça, manque de bol pour Daniela et son équipe, aujourd'hui on n'a pas encore la technique pour enregistrer les signaux électriques d'un cerveau si petit. Mais ça ne serait tardé, j'ai vu des trucs passer au labo de Toulouse, il y a quand même des oufs. Vu qu'on n'a pas d'infos sur l'activité cérébrale, l'article ne peut même pas affirmer non plus que le cerveau de l'araignée est actif à ce moment-là. Alors finalement, vous me direz, cette étude ne montre pas grand-chose. Eh bien moi je trouve qu'elle a tout de même le mérite d'observer et de noter un comportement qui, encore une fois, ressemble à un mode de sommeil qui semble bien plus répandu que ce qu'on pensait il y a une cinquantaine d'années. Certes, l'étude n'est pas parfaite, mais elle ouvre encore plus le champ des possibles, et c'est peut-être ça le plus important. Pendant longtemps, on a pensé que le sommeil en 2 phases comme nous on le connaît était réservé aux animaux que l'on considérait comme complexes, qui avaient une certaine indépendance face à l'environnement, théorie qui interdirait ce système de sommeil aux animaux incapables de gérer leur propre température corporelle. Cette théorie, biaisée par une vision anthropocentrique du monde, plaçant l'homme encore une fois en haut d'une pyramide, avec les mammifères juste en dessous, puis les oiseaux, etc., etc., eh bien elle est révolue. Je dirais même qu'elle est finito. Ah oui, alors ça c'était marrant, juste pour que vous vous rendiez compte de ce biais, on en arrive à un point où à l'époque de la découverte des REM chez les oiseaux, il y a une équipe de recherche de Taishiro Ookawa qui s'est vu refuser sa publication qui démontrait des REM dans la revue Science, tout ça parce que l'article ne montrait pas une atonie musculaire complète comme l'exigeait le modèle de sommeil paradoxal des mammifères. Au vu des dernières recherches, le sommeil humain n'est certainement pas plus complexe que celui d'une seiche ou encore celui d'une araignée qui se suspend à un fil dans la végétation. Mais malgré tous les efforts fournis par les scientifiques pour se détacher totalement de leur biais anthropocentrique, trouver ne serait-ce qu'une trace de sommeil chez certains animaux est super compliqué. Et finalement, cette étude est quand même un bon exemple malgré tout de nos limites, car on est incapable, la plupart du temps, de dire si l'animal est juste immobile ou est en train de dormir. Alors, de là à savoir s'il est en train de rêver, c'est chaud. On se trompe peut-être dès le départ dans notre approche. La grande difficulté, c'est qu'on ne connaît qu'une seule façon de rêver, la nôtre. Du coup, dans la grande majorité des études pour savoir si des animaux rêvent, on cherche dans leur sommeil des caractéristiques qui pourraient ressembler aux nôtres. Et selon le nombre de matchs, le nombre de cases cochées, on en déduit si oui ou non les animaux ont une phase similaire au sommeil paradoxal et donc si ils peuvent rêver. Dans cette étude sur Evarka arcuata, ça marche presque, et c'est dingue. Mais soyons honnêtes, avec tout le respect que j'ai pour Daniela, on est plus sur un gros coup de chance que sur une démarche super ingénieuse. Le vivant est très divers. On a des animaux qui ont des supervisions, mais par exemple qui ont quand même les yeux immobiles, c'est le cas des hiboux qui se sont adaptés vraiment pour la chasse nocturne. On va avoir des animaux souterrains qui n'utilisent pas leur vision, ou encore d'autres qui sont trop petits pour enregistrer leurs signaux électriques. On a parfois même les deux ensemble, ceux dont on parle le plus sur la chaîne. Dans ce cas-là, on ne peut pas observer de REM à proprement parler, mais ça ne veut pas dire que l'animal ne rêve pas, ou même que les REM n'ont pas lieu sous une autre forme. Les abeilles passent énormément de temps à communiquer chimiquement entre elles avec leurs antennes. Figurez-vous qu'elles ont une phase de sommeil, ça a été montré, où leurs antennes bougent de manière assez particulière. Est-ce qu'on peut appeler ça des RAM ? Pas de vanne cette fois, désolé. Et puis on a des animaux qui ne rentrent juste pas dans les cases. L'ornithorynque par exemple, oui, comme de par hasard, je vais parler de l'ornithorynque pour un animal qui ne rentre pas dans les cases. Il vous donne un numéro, ça rentre même pas dans les cases. L'ornithorynque est un super exemple de la limite de notre approche comparative. Lui, pendant son sommeil, il a une phase avec beaucoup de secousses musculaires, il a aussi des REM, en revanche son activité cérébrale, elle est très calme tout le long de son sommeil, peu importe la phase. Alors, rêve ou pas rêve. Le sommeil est universel à travers le règne animal. Même s'il apparaît sous des formes extrêmement variées, il est essentiel pour tous les organismes. Chez nous, on sait que ça nous sert à consolider notre mémoire, apprendre des éléments passés, avoir une bonne gestion de nos émotions. De manière générale, il nous permet d'avoir un système nerveux qui fonctionne correctement. En revanche, quel est le rôle spécifique du rêve dans tout ça ? Même chez nous, on n'en est pas certain. Plusieurs réponses sont apportées par plusieurs domaines, l'évolution, la médecine, la psychanalyse. La question est super vaste et je ne saurais pas vous donner une réponse. Avec cette vidéo, je voulais juste vous montrer que rien ne nous prouve que le rêve n'est pas aussi universel que le sommeil. On ne connaît pas sa fonction exacte, mais vu comme des formes similaires de sommeil paradoxal semblent présentes chez autant d'animaux différents, que ce comportement vienne d'une origine commune à tout le monde
ou qu'il soit convergent, dans tous les cas, il doit sûrement répondre à des fonctions ultra essentielles à la survie des organismes. Ce que j'aime beaucoup aussi avec ce genre d'études, c'est qu'indirectement, elle met en valeur des formes de vie qu'en tant qu'humain, on considère pas vraiment. Si cette petite araignée que j'avais sur la main est capable de rêver, bon, certes, c'est pas une araignée sauteuse, mais bon, j'en suis plus ou moins persuadé, alors de quoi rêve-t-elle? De chasse, de voyage d'un arbre à un autre, de reproduction? J'en sais rien, mais ça sous-entend qu'elle aurait des souvenirs basés sur un vécu, un background, que ce serait un peu DJ Snake. J'ai un background. Blague à part, c'est ce genre d'étude qui peut remettre en question la manière dont on considère le vivant qui nous entoure de manière générale, et que peut-être on y gagnerait à considérer les autres espèces, aussi différentes soient-elles, comme nos égales. C'est encore moi. Alors déjà, si vous êtes encore là à ce moment-là de la vidéo, merci beaucoup. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas et que vous êtes intéressé d'en savoir un peu plus, je suis actuellement là tout de suite en live sur Twitch. Le lien de la chaîne est en description. Si vous avez des questions par rapport à la vidéo, n'hésitez pas à passer, j'y répondrai avec plaisir. Je vais avoir ma petite bibliographie à côté, on pourra retourner, aller voir les articles, etc. Peut-être même qu'on aura le temps de faire un petit tour de mes élevages, notamment de prendre des nouvelles de l'araignée que vous avez pu voir en début de vidéo, par exemple. Bref, on va pouvoir faire tout plein de choses ensemble, donc n'hésitez pas à passer. Je vous dis à tout de suite, c'est là maintenant en description. À de suite.